Bezrat Hashem, à l'occasion des fêtes de Pessah, on va voir un petit cours, tous ensemble, sur le Shalom Bayit, veille de Pessah. Pourquoi c'est important? On voit que dans la halacha, veille de Pessah, on doit nettoyer la maison, et il y a énormément de chomrot. Déjà, au cœur même de la halacha. En plus de cela, alors, on est énormément pointilleux. En termes de loi juive, pour sortir le levain, d'accord, et la pâte levée dit chametz, constituée des 5 principaux céréales, je vais le dire en français ou ça va aller? Des 5 principaux céréales, Baruch Hashem, d'accord, on voit que tout ce qui est chametz, on doit le sortir de la maison, on doit nettoyer la maison. Maintenant, il y a énormément de chumrot, et il y a Baruch Hashem, les femmes, à l'occasion de cette fête, se montrent très pointilleuses. Elles veulent que la fête soit nickel. Donc elles sont séminaires, il faut tout nettoyer, il faut tout faire, il faut tout préparer. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, ça nous mène à quelques complications. Pourquoi? Parce que les maris travaillent, la femme aussi travaille, il y a les enfants au milieu, il y a le ménage à faire, la maison est sans dessus-dessous. Déjà, dès le lendemain de Purim, pendant les 30 jours entre Purim et Pessah, on est en branle-bas de combat, c'est le nettoyage de printemps et Pessah, alors je vous raconte même pas. On arrive le soir du Seder très fatigué, et que très souvent, les femmes, jusqu'à la dernière minute veille de Pessah, d'accord, elles n'arrêtent pas de préparer, après il faut préparer le Seder, après les courses, après ceci, après cela. On arrive le soir du Seder fatigué, exténué, on n'arrive même pas sur le Seder comme il faut. Ce qu'il faut savoir, premièrement, en termes d'halakha, c'est que l'essentiel de la misva de Pessah, c'est le soir du Seder. Donc le soir de la lecture de la Haggadah, c'est l'essentiel de la misva. De venir manger la matzah le premier soir du Seder, la misva de la Torah de manger la matzah à Pessah n'est valable que le premier soir du Seder. Deuxième soir du Seder qu'on a en dehors d'Israël, d'accord, c'est une misva d'ordre rabbinique, ce n'est plus la misva de la Torah. La matzah qu'on va manger durant les 8 jours de Pessah quand on habite en dehors d'Israël et 7 jours de Pessah quand on habite en Israël, c'est une misva rabbinique. La misva de la Torah, c'est de manger la matzah le soir du Seder. Oh, il faut essayer de comprendre. Alors pour arriver à comprendre, avant de parler de Shalom Bayit, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est le soir du Seder. Dans toutes les fêtes juives, il y a une très grande Kedusha, une très grande sainteté qui descend du ciel. Baruch Hashem. Je dis sainteté parce que je parle bien en français. Donc, on voit que cette Kedusha qui descend du ciel à chaque fête, la Kedusha, la plus grande sainteté, la fête qui prend le dessus sur toutes les autres fêtes, parce qu'elle a lieu le premier mois de l'année hébraïque, d'accord, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année hébraïque, c'est à l'occasion de la sortie d'Égypte, c'est la fête de Pessah. C'est extraordinaire. Mieux que ça, on dit qu'au mois de Nissan, les Bnei Israël en Égypte ont été sauvés, ont été libérés d'Égypte par le mérite des mères d'Israël. Et qu'au mois de Nissan, le Ham Israël sera appelé à sortir d'Égypte par le mérite des mères d'Israël. Il faut bien arriver à comprendre. Pourquoi on nous dit une chose pareille, que c'est par le mérite des mères d'Israël? Il faut savoir que les Égyptiens, non seulement ils ont réduit les Juifs en esclavage, mais ils ont voulu les ridiculiser à travers l'esclavage. De ce fait, ils ont donné aux hommes des travaux de femmes à faire, et aux femmes des labeurs d'hommes à faire. Ce qui veut dire que les femmes allaient construire les immeubles, les femmes allaient construire les briques, pendant que les hommes s'occupaient de nettoyage, pendant que les hommes s'occupaient de faire ce que, à l'époque, pour les Égyptiens, ce que devait faire une servante. Et ils étaient tous vraiment, non seulement abattus, fatigués, honteux, mais épuisés. Et il y avait une très grande cruauté de la part des Égyptiens, car il y avait une loi en Égypte qui permettait à n'importe quel Égyptien de pouvoir tuer n'importe quel esclave, n'importe quel Juif à n'importe quel moment. Et les textes nous rapportent qu'ils frappaient les Juifs avec une très grande cruauté. Quand ça leur venait, ils pouvaient couper des jambes à un Juif. Ils pouvaient faire ce qu'ils avaient envie à qui ils voulaient. Il faut bien arriver à comprendre. De quoi on est en train de parler? Par rapport à ça, on voit que les mères d'Israël, malgré cela, elles trouvaient tout le temps, après des journées de dur labeur, où les hommes et les femmes étaient séparés, d'arriver à se faufiler dans les camps. Ils étaient dans les camps de concentration.
le soir, et d'arriver à se faire belles, et à prendre leur miroir, pour rejoindre leur époux, pour se montrer, pour se regarder dans le miroir avec leur époux, un petit miroir qu'on tient à la main, pour montrer à leur mari à quel point elles sont belles, pour donner envie à leur mari de rester avec elles en disant « On va sortir d'Égypte, Dieu va nous libérer d'ici. Nos pères nous l'ont promis, on ne va pas rester ici. Comme Dieu l'a promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, on va y arriver. Viens, on doit subsister en tant que peuple, unissons-nous, faisons des enfants. » Non seulement cela, mais on voit au début du livre de Shemot qu'on dit que les Bnei Israël va ishretsu, d'accord? Que les Bnei Israël ont rampé sur la terre. Pour quelle raison on nous dit qu'ils ont rampé sur la terre? On veut nous dire en réalité que les femmes d'Israël, lorsqu'elles tombaient enceintes, il y a eu un grand miracle durant cette période d'esclavage. Quand elles tombaient enceintes, elles avaient toujours des sextuplés. Ouais. À une époque où il n'y avait pas la péridurale. Pour les dames, elles se comprennent. D'accord? Il n'y avait pas la péridurale, 6 enfants par grossesse. Et elles allaient voir leur mari pour avoir plusieurs enfants. En moyenne, Ben Porat Yosef, une femme, elle avait 4 portées de 6 enfants par foyer. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le nombre d'enfants dont elle devait s'occuper. 24 gosses par maison. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir, Shlom Bayit, on a 2, 3 enfants. Si tu avais été en Égypte, toi. J'ai un de mes amis, qui est Rosh Yeshiva, qui est beaucoup plus âgé que moi. C'est le fils du Rav Chaim Kanievski. Il y a une yeshiva à Bnei Brak. Et Ben Porat Yosef, il m'autorise de le dire, il a élevé 22 enfants dans un 2 pièces. Ben Porat Yosef. Voilà. Et les enfants sont tous très très bien. Bon, Hachem. Ils sont très bien sortis. Donc ça fait réfléchir des fois, ça fait vraiment réfléchir. Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que, en réalité, quand les femmes d'Israël ont fait ça, elles ont donné du courage à leur mari pour résister à l'esclavage. C'est ce qui a permis la survie du clan d'Israël. Elles avaient 6 enfants par portée. Pourquoi on dit qu'ils ont rampé? Parce qu'en réalité, les serpents, les reptiles, donc tous les anti-juifs, ils vont sauter sur l'occasion en regardant ce cours en disant « Tu vois, la Torah, elle compare les juifs aux reptiles. » Pour nous dire que toutes les créatures de Dieu que Dieu a créées avec amour, toutes les créatures, y compris les reptiles, on apprend de toute la création des choses extraordinaires. Le Rambam, il a dit, si tu veux apprendre la diligence, faire les choses rapidement avec crainte, regarde une fourmi lorsqu'elle travaille dans une fourmilière, comment elle s'applique, comment elle se dépêche et comment elle est ordonnée. Si tu veux apprendre c'est quoi la zrizout, la diligence pour faire une misva, être diligent, s'empresser de faire la misva, c'est important, d'avoir envie de faire une misva et de s'empresser de faire une bonne action, regarde et apprends-le d'une fourmi. De chaque créature de Dieu, on doit apprendre. Maintenant, on voit que l'humanité, elle a fait ça. Malheureusement, certains, comme en Asie, ont étudié les animaux pour mieux apprendre à se battre et à tuer. C'est un peu dommage. C'est pas que ça la création de Dieu. Alors, oui, c'est bien, c'est marrant. Alors, Baruch Hashem, c'est pas mal. Alors, voilà. C'est pas mal. Voilà. Bon, alors, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très appliqués, Dieu bénisse pour eux. C'est pour ça qu'ils arrivent aujourd'hui, après des années d'exploitation, ils arrivent aujourd'hui à prendre le dessus sur le plan économique. Voilà. Tel qu'il est rapporté dans la Torah, les nations sont appelées à régner les unes après les autres sur ce monde et à se remplacer. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de l'Égypte, la première grande nation était l'Égypte. À la chute de l'Égypte, la première grande nation était l'Éthiopie. Vous vous souvenez l'Éthiopie? La chanson de l'UNICEF? L'endroit où on envoie les sacs de riz, parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Ils ont régné sur le monde, avec la reine de Saba. C'était la première nation mondiale à une époque. Les Grecs, la sœur pauvre de l'Europe, qui aujourd'hui, à cause d'elle, il y a une très grande crise en Europe, que l'euro il n'arrête pas de baisser. Ils ont régné sur le monde. L'Espagne, aujourd'hui aussi, ils ont quelques petits soucis. Ils ont régné sur le monde. Ça a été des nations qui avaient La Belgique, oh, on a oublié. La Belgique, ils ont eu des colonies. La Hollande aussi. Hein, oui, c'est ça. Donc, pensez pour notre président. Donc maintenant, on voit comme ça, en réalité, qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. Et elles ont donné donc les femmes d'Israël du courage à leur mari de résister durant l'esclavage, d'avoir la force pour continuer à avoir des enfants. Ça a été extraordinaire.
C'est comme ça que le clan d'Israël sont arrivés à être 600 000 hommes de plus de 20 ans à sortir d'Égypte. Quand on dit 600 000, on ne compte ni les femmes ni les enfants. Comment on a sorti d'Égypte. Et quand je dis enfants, ce sont des hommes de moins de 20 ans. Ils ne sont pas comptés dans ce décompte. Ce qu'il faut arriver à comprendre, et ce qui est extraordinaire, c'est que durant la fête de Pessah, les plus grandes lumières du ciel descendent. Toutes les mitzvot, toutes les bonnes actions qu'on a fait durant l'année, qui créent des bonnes énergies, normalement. D'accord? Vous avez entendu parler chez les Asiatiques du yin et du yang, ils ne se trompent pas. Nous, on appelle ça Yetzer Hara, Yetzer Tov. Bon penchant, mauvais penchant, mais c'est des énergies qui se traduisent dans ce monde. Positives et négatives, à un tel point que la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Mitzvah goreret le mitzvah, Avera goreret le Avera. Une bonne action entraîne une autre bonne action, une mauvaise action entraîne une autre mauvaise action. On se rentre dans des dynamiques parce qu'on se rentre dans un cycle énergétique, entre guillemets. On rapporte qu'un homme, lorsqu'il fait une bonne action, il crée autour de lui un souffle divin qui va l'inspirer pour faire d'autres bonnes actions. Et lorsqu'il fait des mauvaises actions, il crée autour de lui un souffle d'impureté qui va l'entraîner à faire d'autres mauvaises actions. Donc par rapport à ça, c'est mieux que ça, des mauvaises pensées. Quand on est à la maison, messieurs, mesdames, vous m'écoutez? C'est intéressant, c'est par ici que ça se passe. On voit qu'il y a une chose extraordinaire. Quand on a des mauvaises pensées, qu'on n'est pas bien, qu'on en veut à l'autre et qu'on commence à boire la vie en noir, entre guillemets, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on commence à avoir des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées-là nous renforcent vers le côté obscur de la force, entre guillemets. On a du mal après, quand le mari rentre à la maison, ou quand la femme, quand on est en contact avec sa femme, et que toute la journée, on a broyé du noir à cause de l'autre, on a du mal d'un seul coup d'être souriant et de le voir et d'essayer d'arranger les choses. On est encore sur ce qu'on appelle les rancœurs, les rancunes. C'est terrible. Le ressentiment, qui est terrible. D'accord? De revenir sur les points qui nous ont dérangés. Alors, on va essayer de voir tout ça ensemble. Mais le point qui est extraordinaire, on nous dit que les mères d'Israël, de la même façon, lorsque malgré les problèmes de Shlom Bayit, malgré les problèmes de Parnassa, les crises dans le foyer, les problèmes d'argent, elles vont continuer à encourager leur mari. Continuer à encourager leur mari. Pour maintenir le foyer dans le chemin de la Torah, c'est grâce à ces mères d'Israël que la Géoula arrivera. Ce matin, moi j'habite en Israël, tout le monde est d'accord, tout le monde suit jusqu'à maintenant. Oh, ma femme est en Israël, je suis ici. Ce matin, j'ai mis mon réveil. Au moment où mon réveil sonne, ma femme m'appelle. Elle sait que mon téléphone n'est jamais éteint. On peut m'appeler 24 heures sur 24, c'est pas une vanne. Donc il est jamais éteint. Donc elle m'appelle pour me dire, t'es levé pour aller à la tefila? Si depuis que je suis marié, je ne rate pas d'office, c'est par le mérite de ma femme qui est derrière moi. Oh. Une femme qui vient et qui dit mon mari va jamais à la tefila, quand même me voir moi, en tant que rabbin. Je dis, excusez-moi madame, vous l'envoyez vous à la tefila, votre mari? Non, parce que moi j'ai eu des exemples extraordinaires de femmes qui disaient mais il va jamais à la tefila, mais ils mettent pas pour les enfants. Ah d'accord madame, c'est soit vous êtes pour les enfants le matin, soit il va à la tefila. Non, je veux qu'il mette pour les enfants, il va pas à la tefila. Mais pour faire bien devant le rabbin, on précise qu'il ne fait pas cette tefila. Moi j'adore ça. Moi. On voit en réalité qu'il y a des points qui sont extrêmement importants. Qu'en réalité, que durant le soir du Seder, qui est le plus important, il faut arriver en forme, il faut arriver joyeux, il faut arriver joyeuse, il faut arriver avec la capacité de pouvoir comprendre la Haggadah, de pouvoir comprendre le récit de la sortie d'Égypte. Alors d'accord, on connaît la sortie d'Égypte, hein? On l'a tous vu, le film de Cécile B. 2000, vous allez me dire. Le Prince d'Égypte de Steven Spielberg, tout le monde l'a vu aussi, à ce qui paraît, il y a plein de dessins animés. Le problème qu'il y a, je vais vous expliquer le problème qu'il y a. Et à ce qui paraît, là récemment, il y a... à ce qui paraît, il y a encore un film qui serait sorti. Bon, je vais vous expliquer le problème qu'il y a. C'est que dans tous les films, ils ont un peu romancé l'histoire. Voilà, je vous l'explique. D'accord? Dans tous les films, c'est pas exactement le récit de la sortie d'Égypte. Et c'est pas l'essentiel. D'accord? À un tel point qu'une année, je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. J'étais à Jérusalem. Je donnais un cours avec le Rav Yechia Ben Chitrit. À un moment donné, on expliquait le miracle de la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Et on a expliqué là-bas que la mer Rouge ne s'est pas ouverte en 2, mais elle s'est ouverte en 26 voies. Ah, ça, oui, 26 voies.
c'est la valeur numérique, d'accord, du tétragramme. Le nom de Dieu, Yudke Vavke. 26 voix. Et il y a une vieille dame qui se lève et qui dit, messieurs les rabbins, vous vous trompez. Eh, moi je l'ai vu le film, hein. Ça s'est ouvert en deux, hein. J'ai vu Charlton Heston quand il a ouvert la mer. Très sérieusement. Elle était sérieuse, la dame. Donc, pour vous expliquer que faut être sérieux. Quand on étudie les textes, on voit que la mer, elle s'est pas exactement ouverte en deux. La mer s'est surélevée. Les Juifs, quand ils sont passés dans des tunnels d'eau. 26 tunnels qui se sont créés. Pourquoi? Il y avait un tunnel par tribu, et chaque tunnel était divisé en deux. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Oh, 12 tribus, ça fait 24. Vous me direz alors pourquoi 26? Il y a tous les Égyptiens qui sont convertis, qui sont sortis d'Égypte. Tous ceux qui ont désiré se convertir et qui se sont joints au peuple d'Israël pour sortir avec eux, ils avaient aussi leur tunnel pour eux. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ça fait combien? 26. On était enveloppés dans l'eau. On dit que la sainteté qu'ont connue les bénis d'Israël au moment de l'ouverture de la mer Rouge était plus grande, c'est le 7e soir de Pessah, était plus grande que la sainteté qu'ils ont connue sur le Har Sinaï. Personne ne sait. Pourtant, on en parle dans la Haggadah. Tous les commentateurs en parlent. Et les Haggadot, elles sont traduites dans toutes les langues. En français, on vous en parle. Prenez la Haggadah du Me'am Loez, traduite en français, et vous allez avoir des traductions extraordinaires. Et des explications fantastiques. Hein? Bezrat Hashem, très bientôt. On va faire ma Haggadah en hébreu, en français, avec toutes les explications. Bezrat Hashem. Voilà. Le monsieur, il insiste pour que je fasse des livres. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit plusieurs livres, mais c'est des livres d'Alachot, de Psakim, que des rabbins étudient en Israël en hébreu. On va peut-être commencer à s'y mettre en français. Bezrat Hashem. On voit. Non, mais il n'arrête pas de m'en parler. Alors, à chaque fois qu'il achète le livre d'un autre rabbin, il dit, tu vois, lui aussi, il a fait son livre. Et toi, c'est pour quand? Maintenant, Baruch Hashem. On voit en réalité que, au niveau de la fête de Pessah, on voit que durant l'esclavage, les mères d'Israël, elles ne se sont pas plaintes. Elles ont su faire preuve de courage et donner du courage à leur mari. Durant tous les épisodes de notre histoire, durant la fête de Hanouka, il y a pour coutume de faire la fête des filles. Vous savez pourquoi? Parce que durant cette période de l'histoire, les femmes qui ont su faire preuve de plus de courage, Hana, qui a perdu ses 8 enfants, d'accord, face au roi gréco-assyrien à l'époque, d'accord, ou encore Yudit. On voit que les femmes d'Israël ont fait preuve d'un courage extraordinaire à travers l'histoire du clan d'Israël. Baruch Hashem. Elles ont toujours été mises en avant. Il fut une époque où la grande de la génération qui était à la tête du peuple, à l'époque des prophètes, c'était Dvorah Nevia. C'était elle qui était à la tête du peuple. Une femme. Elle a sauvé le peuple. Donc les mères d'Israël, Baruch Hashem, on voit qu'elles ont un courage extraordinaire quand elles ne se plaignent pas et qu'elles encouragent leur mari. Le problème qu'il y a avec de Pessah, c'est qu'il y a les enfants, et les enfants de Dieu bénisse, ils chahutent. Puis il y a les problèmes de Parnassa. Et le mari dit, bon alors je dois travailler un peu plus. Et puis là, cette année, je sais pas, en France, en ce moment, il y a des championnats de foot. Alors les maris, ils sont pas très disponibles. Bon. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que réellement, les femmes, elles sont pas de très bonne humeur. Et le soir du Seder, elles vont arriver fatiguées, et elles risquent de pas accomplir la mitzvah. Il faut savoir qu'un homme, il a l'obligation d'enseigner le récit de la sortie d'Égypte à ses enfants et à ses petits-enfants. Comme c'est dit dans la Haggadah. Et tu l'enseigneras à tes enfants et à tes petits-enfants. Donc, à partir de ce moment-là, il a aussi l'obligation d'enseigner la Haggadah à sa femme. Si lui n'aide pas sa femme et qu'elle arrive le soir du Seder et qu'elle n'est pas capable de s'acquitter de la mitzvah, elle est incomplète. Pour être acquitté totalement de la mitzvah, il faut acquitter tous ceux qui sont autour de nous. Il y a un véritable travail, on a une obligation de pousser les autres à poser des questions sur la Haggadah. Même les petits ce soir-là, on va leur mettre des noix, on va leur mettre des bonbons cachés à les Pessah pour les garder éveillés. Toute l'histoire du plateau, un coup on découvre les matzot, un coup on les recouvre, on sort le plateau de la table. C'est pour éveiller l'attention et la curiosité des enfants des plus petits qui vont poser la question, pourquoi ce soir
On se prend la tête. Pourquoi on commence ce soir à manger différemment des autres soirs? Oui ou non? Et pourquoi le plateau on le sort et pourquoi le plateau on le remet? Et pourquoi le plateau on le tourne autour de la tête de tout le monde? C'est quoi ce plateau? C'est un plateau magique, c'est une soucoupe volante? C'est pour éveiller la curiosité de chacun et expliquer réellement ce qui s'est passé en Égypte. Et l'importance du soir du Seder. On dit que le soir du Seder de Pessah, toute la création, elle est recréée. Akadosh Baruch, il prend toute l'énergie qu'on a créée durant toute l'année avec nos mitzvot, nos bonnes actions, et ce soir-là, toutes les lumières, le soir du Seder, descendent dans ce monde. Les gens, plus ils vont étudier le soir du Seder, il faut savoir qu'il y a des tzadikim qui ne dorment pas de la nuit le soir du Seder. Tellement ils savent que la Kedusha qui descend est importante. Plus on étudie, plus on crée ce soir-là un potentiel de sainteté qui va s'étendre non seulement sur le peuple juif, mais sur l'ensemble de l'humanité. On peut, à travers un simple seder, un petit bout de matzah, empêcher des guerres et des massacres si on le fait comme il faut. C'est-à-dire, pas de télévision, pas de minuterie sur la télévision, pas de match de foot. Oi. En réalité, et on se concentre sur la Haggadah. Hein? Arrête avec ton couscous. Maintenant, on voit en réalité que par rapport à ça, on nous enseigne qu'une femme, comme un homme, auront l'obligation de sortir le chametz de la maison dans les endroits où on a pour habitude de rentrer là-bas du chametz. Donc, si on n'a pas de chat ou de singe à la maison qui grimpe au-dessus des armoires, il n'y a aucune raison d'aller grimper au-dessus des armoires pour les nettoyer s'il n'y a jamais de chametz qui arrive là-bas. Oh. Si on a un entrepôt, une cave, dans lequel on ne déchange jamais de chametz, jamais, on n'a pas l'obligation de nettoyer non plus. Toutes les miettes se trouvant dans les poches de nos vêtements, selon le sens strict de la loi, on n'a pas l'obligation de les enlever, de nettoyer les vêtements. Parce que même si je prends toutes les miettes qu'il y a dans tous les vêtements de la maison, il est rare. Je ne parle pas des enfants qui prennent leur goûter et qui emmènent leur manteau quand ils sont petits, ils mettent des gaufres et des gâteaux, etc. Là-bas, Dieu bénisse, c'est un véritable trésor qu'on peut trouver. D'accord? Ça, c'est des vêtements, on sait lesquels, c'est des enfants. Mais les parents, en général, c'est rare qu'ils s'amusent à mettre leur sandwich tunisien dans le poche de leur manteau. D'accord? C'est rare quand même. Donc en réalité, tous ces vêtements-là, on n'a pas besoin de se prendre la tête à tout enlever. Parce que même si je prends toutes les miettes de vêtements, et combien de ces miettes sont encore consommables? Et sur les miettes qui restent consommables, est-ce que j'ai réellement 30 grammes de pain et de chametz qui va me sortir de là? Il y a vraiment très peu de chances pour que ça arrive. Donc pas besoin de nettoyer tout ça. Oh. Les jouets des enfants avec lesquels ils jouent toute l'année, on sélectionne les jouets électroniques qu'on peut pas mouiller, on va les nettoyer gentiment. Les autres jouets, on va les mettre de côté pour Pessah. On demande aux enfants quels sont les jouets qu'ils veulent pour Pessah. Et les autres jouets qu'on peut nettoyer, on remplit la baignoire et on met les jouets dans la baignoire et on rince une fois pour toutes avec du savon et ça suffit. Pas besoin de frotter chaque jouet. Oh. C'est extraordinaire. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On peut réellement, moi je vous propose, à l'occasion, vu que je suis là un petit moment, Bezrat Hashem, de faire un cours réellement sur le nettoyage de Pessah, et vous allez voir que le nettoyage de Pessah, après un cours qui va durer réellement 2 heures, vous pouvez le faire en une demi-journée chez vous, vous pouvez avoir la maison cachère les Pessah. Ouais, vraiment. Et cachère la méadrine. Il faut savoir où est la Khumra, où est le point où on se montre pointilleux, et où sont les points où on se montre trop pointilleux. On va se fatiguer pour rien. Parce que le but, c'est pas d'avoir une maison qui brille à Pessah. C'est pas de refaire toute la maison, de tout repeindre. C'est pas de changer les meubles de la maison. Le but, c'est de sortir le chametz de la maison, pas plus, et d'arriver en forme le soir du Seder. Donc, ce qui veut dire que, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour tout. Ok? Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, Vodarav, qu'est-ce qu'on fait des chaussures qu'on n'a pas nettoyées pour Pessah? Je dis, tu manges avec tes chaussures? Tu manges dans tes chaussures? Qu'est-ce qui se passe? Même les miettes qu'il y a sous tes chaussures, c'est consommable, ça s'appelle du chametz, ça, là-bas? T'as pas besoin de nettoyer tes chaussures. Pourquoi on va se casser la tête à nettoyer les chaussures? C'est des questions intéressantes, non? On n'y pense pas. C'est là où il y a du chametz qu'il faut le sortir. On dit que là où il y a des enfants qui sont petits, d'accord? Alors il faut aller vraiment vérifier partout là où les enfants ils peuvent rentrer avec du chametz. Mais là ils peuvent rentrer avec du chametz. Si on n'a pas affaire à des enfants qui ont les gènes de Tarzan, on n'a pas besoin d'aller chercher au-dessus des armoires non plus. Donc, faut bien comprendre. Donc, il y a des choses qu'on voit, on peut simplifier la vie.
Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut simplifier la vie. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que, mis à part les tensions qui sont normales toute l'année dans un couple, toute l'année il y a des tensions dans un couple, c'est normal. Un couple dans lequel il n'y a pas de tension, c'est pas un couple. Pourquoi? Parce que le couple, c'est la traduction, c'est la conjugaison de deux êtres totalement différents l'un de l'autre. Masculin et féminin, c'est deux opposés totaux qui doivent arriver à se conjuguer ensemble pour ne former plus qu'un. Et toute la difficulté de comprendre qu'on ne forme qu'un. Dans Masechet Sota, on nous rapporte que l'homme et la femme partagent la même neshama, que le zivoug, d'accord, ce qu'on appelle le mazal, la destinée, le conjoint, l'âme sœur, d'accord, c'est notre demi. À nous deux, l'homme et la femme dans le couple ne forment qu'une seule âme, qu'un seul foyer. Les enfants sont attachés au couple. À quoi la chose ressemble? Je vous expliquais. Quand on fait, et c'est un exemple que je donne, et que je redonne, et que je redonne, mais il est tellement simple et tellement vrai qu'on le redonne. Moi, je sais que je rabâche, mais c'est pas grave. Toi, tu connais par cœur mes cours, mais ça aide. En même temps, c'est bien. Il est dit dans la Gemara qu'une personne qui étudie et qui ne revient jamais sur ce qu'elle a étudié, qui ne fait pas de révision sur ce qu'elle a étudié, elle est comparée à un homme qui a labouré un champ, mais qui n'a jamais planté les graines. Il a labouré le champ, d'accord? Donc il a fait des trous dans la terre, mais il n'a pas planté les graines. Comment ça l'a poussé? Comment on fait pousser les graines et comment on obtient les fruits, les légumes et les arbres et tout ça? C'est à force de revenir et de revenir sur ce qu'on a étudié. C'est aussi simple que ça, non? Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça va faire le rabbin qui se la joue. La première fois que j'ai terminé le chasse de Gemara, d'accord, le Talmud Bavli, j'ai dit, oh là là, vous savez, je suis un Talmid Chacham, j'ai terminé le chasse. On appelle ça Baal la chasse, quelqu'un qui a le chasse en main. D'accord? Propriétaire du chasse, entre guillemets. Ah, je dis, elle est belle. Oui ou non? Mais après, quand j'ai terminé, j'ai réalisé que j'ai pas tout retenu. Et il y a plein de trucs que je sais pas si j'ai bien compris. Quand je suis revenu après, la deuxième fois, j'ai réalisé que la première fois, il y a des choses que j'avais cru comprendre que j'ai pas compris. Et d'année en année, plus j'étudie, plus je me rends compte que j'ai rien compris. Et plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien. À un tel point que dans ma Masechet Shabbat, il est dit que celui qui dit tout savoir ne sait rien. Parce qu'on peut pas tout savoir. C'est impossible. On a toujours quelque chose à apprendre. Quand on a compris ça, on a compris qu'on est petit. On a compris qu'on n'a pas toujours raison et qu'on a compris que quand on nous fait un reproche, on doit avant tout arriver à se remettre en question. Pour écouter l'autre d'abord, pour écouter le reproche, la raison du reproche. On va dire les choses telles qu'elles sont. Dans la majeure partie des cas, et avant d'expliquer ça, on va raconter une blague, ça va vous détendre, qui n'a aucun rapport, mais vraiment aucun rapport. Aucun rapport. Vous savez, comme en France, on a les Belges, en Israël, il y a les Kurdes. On aime beaucoup les blagues avec les Kurdes, en Israël. Il y a un jour, il y a un Marocain, un Tunisien, et un Kurde, qui décident de former un gang pour aller cambrioler des appartements. Et quand ils forment leur gang, ils vont pour cambrioler des appartements, ils font 1, 2, 3 appartements dans une même rue. Arrive à un moment donné, les voisins ils se rendent compte du bruit, qu'il y a des hommes avec des lampes torches qui sont en train de tourner dans les appartements. Ils appellent la police. La police arrive, elle bloque la rue, ils ont essayé de trouver les cambrioleurs. Il est 3 heures du matin maintenant. Quand les cambrioleurs ils se rendent compte que la police est dans la rue, très vite ils se sauvent de l'immeuble, ils cherchent un endroit où se cacher dans la rue. Elle est bouchée des deux côtés la rue, ils peuvent pas sortir. La rue est bloquée par la police. Il y en a un qui voit une voiture, il vient, il se cache sous la voiture. D'accord? Le Marocain, quand il voit la voiture, il se cache sous la voiture. Le Tunisien, il voit une moto, il se cache sous la moto. Le Kurde, il voit un âne dans la rue, il se cache sous l'âne. Les policiers, ils arrivent. Ils regardent le Marocain, à 3 heures du matin, sous une voiture. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est la voiture de mon ami, elle a une panne, j'essaye de la réparer. Ah, d'accord. Tu la répares à 3 heures du matin. Où sont tes outils? Tes outils? Viens, on t'embarque, on t'arrête, avec cambrioleur, on t'a attrapé. Ok. C'est le Marocain. Le Tunisien, hein, il attrape sous la moto, il dit, qu'est-ce que tu fais, toi, 3 heures du matin, sous la moto? Il dit, non, c'est ma moto, elle a une petite panne, je suis en train de la réparer. Comme le Marocain. Comme quoi, à force de dire qu'ils sont différents, les Marocains et les Tunisiens, on voit que des fois, ils ont des points en commun. Et il lui dit, sont où tes outils? Il dit, ah, les outils? Pas besoin. Allez, c'est bon, cambrioleur, viens, on t'a arrêté. Ils arrivent, ils voient le Kurde. Le Kurde, il est en position fétale. Soulan, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Il dit quoi? Qu'est-ce que je fais là? Il dit, qu'est-ce que tu fais là?
à 3 heures du matin. Il dit, qu'est-ce que vous voulez, moi? Je viens de venir au monde, c'est ma mère, qu'est-ce que vous voulez? En réalité, on voit que dans le couple, très souvent, on veut justifier et on veut se donner raison face à l'autre en essayant d'argumenter. Et on peut avoir un argument aussi ridicule que Sukkurde sous un âne, qui dit que l'âne c'est sa mère. Parce qu'on est deux égaux et on veut à tout prix avoir raison. Et que la Fertier va nous faire dire, t'es en train de me faire un reproche, mais tu sais dans ton reproche, toi aussi tu m'as fait ceci, toi aussi tu m'as fait cela. Attends. Ce qu'il faut bien comprendre dans un couple, si on veut avancer, il y a un problème, il y a une crise, il y a un reproche sur un point donné. Ça sert à rien de jouer au ping-pong ou au flipper. C'est-à-dire, tu m'envoies là, je te renvoie là-bas. D'accord? Moi, tu me fais un reproche sur le blanc, je vais te faire un reproche sur le noir. Non. Il y a un problème sur le blanc. Juste le blanc. Bon, ça, je me comprends tout seul. Maintenant que je vois, je me comprends tout seul. C'est pas grave. Je suis tout seul. C'est un moment de solitude dans ma vie, mais c'est magique. Alors maintenant, ce qu'on voit quoi? On voit une chose extraordinaire. Au moins, ça vous a fait sourire. On voit une chose extraordinaire. Oui, je vais arrêter les blagues. On voit une chose extraordinaire. C'est un conseil qu'on me donne là. En réalité, c'est que lorsqu'on vient et que, au lieu de vouloir régler le problème en question et qu'on se fait des reproches l'un et l'autre, on n'avance nulle part, on se détruit. Il y a une problématique qui se crée sur un point. Un problème d'éducation avec un enfant. Un problème de parnassa. Un problème d'endroit où on travaille. Un problème de fréquentation. C'est rien de dire ton frère et de répondre mais ta mère. S'il y a un problème avec le frère, c'est vraiment il y a un problème avec le frère. Non mais vous rigolez ou quoi? Et moi ça fait 15 ans que je reçois des couples. Je peux même pas vous raconter les cas que j'ai vus en face de moi. Ça vous rêvez les pires cas que vous pouvez imaginer, vous les avez pas vus. D'accord? Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pire que ça, j'ai vu moi. Des choses qu'on peut même pas imaginer, des problématiques avec des familles, des histoires, comme c'est pas possible. Alors allez-nous. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est quoi? C'est que s'il y a un problème réellement avec une personne dans nos fréquentations, c'est de dire, mais il y a aussi une personne dans tes fréquentations qui me dérange. Ok? Attends, il y a un consensus. Il y a un véritable problème avec cette personne-là, bien déjà on en parle. Attends, s'il y a un problème avec quelqu'un d'autre, je suis disposé à ce qu'on en parle plus tard. Mais là, il y a un problème avec la personne en question. Il faut régler le problème. Oui ou non? Oh. Ou encore, pire que ça. Tu travailles trop, t'es jamais là, tu n'es pas assez présent pour nous. Le mari répond, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Ça veut dire quoi? On a chacun des obligations. Quand on oublie nos obligations, et quand on se renvoie la balle, on n'avance pas, on se détruit. Et ça crée des tensions. Je vais donner un exemple concret. Un enfant de 3 ans. C'est l'exemple que je donne en ce moment, qui est simple. En général, on a envie de voir les petits garçons, quand ils envoient à l'école juive, à partir de l'âge de 3 ans, ils vont à la maternelle, on veut les voir porter une petite kippa. En général, une kippa, c'est un bout de tissu qu'ils mettent sur la tête, ils n'ont pas l'habitude. Il y a beaucoup de petits garçons qui vont avoir pour réflexe de prendre la kippa et de la jeter par terre. Les parents qui viennent et qui m'appellent, qui ont en panique, qui disent, est-ce que mon fils est un anti-religieux? Est-ce que mon fils est un anti-religion? Il veut pas mettre la kippa, on est inquiet. Il a 3 ans. Votre fils, il n'a pas l'habitude, il n'a pas envie de la mettre, c'est tout. Maintenant, si au lieu de le gronder sur la kippa, vous preniez le temps de lui accorder de l'attention positive. J'entends des gens me dire, j'ai mon fils, il a 4 ans, c'est un monstre. Un monstre. Récemment, on m'a parlé d'un enfant qui allait chez sa grand-mère durant Shabbat et qui s'est amusé durant Shabbat à vider la poubelle et à prendre des ordures qui allaient dans la poubelle pour les répandre partout dans la maison. Moi, j'ai posé la question. Le père et la mère de cet enfant, comment ils lui parlent en général? Ils le grondent. Il le gronde, il lui donne la fessée. Donc, il recherche, il provoque pour que l'affrontement cesse et qu'il obtienne enfin de l'affection. Un enfant qui manque de tendresse, il va vous faire un enfer. Il va mal se comporter, il va faire bêtise sur bêtise, il va embêter ses frères et sœurs jusqu'à qu'il ait l'attention dont il a besoin. Un petit bisou, un petit moment, une chose extraordinaire. Lorsque j'étais enfant et que j'allais à l'école, mon père il me disait comme beaucoup de papas, chez nous, Baruch Hashem, il disait, t'as rien oublié? Quoi papa? Le bisou. Je fais la même chose à mes enfants. Aujourd'hui, ils savent qu'avant de sortir, il faut faire le bisou à papa. Les enfants qui vivent avec amour et tendresse, ils sont plus épanouis.
Oh, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand dans le couple entre le mari et la femme, il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de tendresse? Parce qu'il ne reste que la rancœur. À la base, on s'aime, l'amour, il est toujours là. Le sentiment, il est occulté par rapport à toutes les tensions, par rapport à tous les reproches, par rapport à tous les petits épisodes qui se sont cumulés à travers l'histoire de notre couple. Problème d'argent, un prénom remboursé, un des parents qui a aidé, qui fait le reproche qu'il a aidé, qu'on lui a jamais renvoyé l'ascenseur, d'accord? Un beau-frère, une belle-sœur, etc., etc. Les copains qui appellent pour dire viens, ce soir on va sortir entre copains, on va faire un poker. Hein? Donc maintenant qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que ça crée beaucoup de tensions dans un couple. Oui ou non? Attends mesdames, attendez, on a rigolé. Mais ambiance kibbutz, toutes les femmes entre elles, toutes copines, qui parlent chacune des problèmes qu'elle a avec son mari, qu'à la fin tout le monde est au courant du problème de l'autre. Et elles parlent entre elles, le mari quand il apprend que son copain, le mari de la voisine, vient le voir pour dire « Ah, t'as tel problème avec ta femme ?» Ma femme elle m'a dit « Oh, il est vachement content le mari, hein. Attends, quand il rentre chez lui à la maison, il est zen, tout le monde est au courant. Chérie, tout le monde est au courant que je ronfle, je suis très content. Très très content. Oui, je sais, mon nez il a été fracturé 2 fois, tout le monde est au courant. » C'est vachement bien, non? Non? Que tu essayes de m'étouffer la nuit, parce que je ronfle trop. Tout le monde est au courant. Tout va bien. Ils vont venir nous prendre les gosses, on va atterrir à l'asile psychiatrique, mais tout va bien. Oui ou non? Par rapport à ça, il faut bien comprendre qu'il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qui doivent rester dans le couple, qu'on doit essayer de régler entre nous. En réalité, ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est que, Baruch Hashem, on arrive à aborder des sujets très graves avec le sourire. Rabbah rapporte dans la Gemara que chaque cours doit commencer par une blague. Et qu'un bon Rav, il doit rentrer dans son cours des blagues, un peu d'humour. C'est ce que j'essaye de faire. Je suis pas doué, je suis d'accord. Maintenant, Baruch Hashem, par rapport à ça, il faut bien arriver à comprendre qu'il faut arriver à relativiser. Messieurs, quand votre femme s'énerve, ne répondez pas. Ne répondez pas. Et puis essayez d'être sympa et de lui dire qu'elle a raison, que c'est la plus belle que c'est la plus belle, ou que c'est la poubelle de votre vie, comme vous voulez. Ah ouais, c'est un vieux jeu de mots, je sais. Quand la femme elle est en colère, ça lui fait plaisir d'entendre ces choses-là. C'est pas un truc à dire. Maintenant, en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il faut arriver. Moi, avant de me marier, le Rav Brandt était venu me voir, il m'avait dit, écoute, je vais t'expliquer. Tous les couples, on a tous des problèmes de shalom bayit. Tous. Ta femme, quand elle va te faire un reproche et qu'elle va se mettre en colère, ne réponds pas par la colère. Attends qu'elle se calme et tu leur apporteras un récit, une blague, une histoire en rapport avec la façon dont elle a eu de se mettre en colère. Parce que la colère, il est rapporté dans le Zohar que c'est un outil que Dieu a donné au mauvais penchant pour casser les couples, pour casser les hommes. À travers les gens, à travers le fait de vivre la colère au jour le jour, on finit par plonger dans la mélancolie. Et avec la mélancolie, c'est la déprime. Avec la déprime, c'est la dépression. Et quand c'est la dépression, la femme met la pression à son mari. Et quand le mari est sous pression, il réagit pas toujours très bien. Ouais. Pardon? Oui, bah au Hachem. C'est pour ça que ça fait 15 ans qu'on est mariés, que tout va très bien. Bah au Hachem. Voilà. Au moins, tu as la réponse. Tu connais ma femme, tu pourras l'appeler. La rabbinite. Répondra. Ce que je suis en train de vous dire, non mais je suis pas un bon exemple. Moi, ma femme, quand elle me gronde, je danse dans la maison devant elle. Je peux pas faire mieux que ça, hein. D'accord? Alors, ouais, ça détend. Je suis sûr que ça détend. Alors maintenant, en tout cas moi ça me détend. Alors maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre. Ouais, d'accord. Ce qu'il faut arriver à comprendre, dans tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est que Baruch Hashem, alors d'accord, on éveille de Pessah, on a expliqué l'essentiel, qu'il faut arriver en forme au soir du Seder, mais réellement, il faut arriver dans le couple à avoir une réciprocité. De la même façon qu'un enfant qui manque d'affection va mal se comporter, va être agressif,
et va chercher la provocation, il va chercher l'attention négative. Vous savez, quelqu'un qui manque d'attention, il préfère trouver de l'attention à travers les cris, à travers les disputes, pour se dire qu'il existe encore aux yeux de l'autre. Donc très souvent, quelqu'un qui se sent dénigré, que ce soit le mari ou la femme, quand il est sous tension, d'un seul coup, il va dire, tu sais quoi, tu me considères pas, ça fait longtemps, je veux divorcer. La Gemara rapporte qu'une femme, en général, pour dire, mécontente de son mari, parce que le mari n'assure pas dans le foyer, va demander le divorce tous les lundis et jeudis. 2 fois par semaine, elle va demander le divorce. Et que les maris, très souvent, quand ça va pas avec leur femme, aussi très facilement, d'un seul coup, divorce. Non, aujourd'hui, Dieu bénisse, avec les nouvelles lois passées en France, et puis avec les facilités à la rabbanoute, on divorce aussi facilement qu'on change de voiture ou de chaussettes. Les gens, ils ont la facilité. Alors avec cette facilité, on n'essaye même plus de construire son couple. Et on est en train de construire, durant ces 30 dernières années, des sociétés de divorcés et de couples ressoudés. Et je peux vous dire, en général, un deuxième mariage, il est rare qu'il soit super. C'est rare. On est dans ce qu'on appelle le Bediavad, a posteriori. On n'est jamais aussi épanoui que durant un premier mariage pour lequel on s'est battu pour le faire tenir. Le secret du Shlom Bayit, c'est de se dire, qu'est-ce qui a fait que cet homme, j'ai voulu qu'il soit l'homme de ma vie? Qu'est-ce qui a fait que cette femme, j'ai voulu qu'elle soit la femme de ma vie? Qu'est-ce qui a fait qu'on a fait des enfants ensemble? Quelle est la richesse qu'on a en commun? Très souvent, le problème qui se pose, et c'est ça l'erreur que font les parents, c'est qu'ils ne se connaissent pas, même pas, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Aujourd'hui, des gens viennent me voir, ils me disent, écoutez, on voit que les jours, les semaines, les mois, les années passent à une allure folle. Et plus on avance avec les nouvelles technologies, et plus on a l'impression que ça passe vite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens, dans leur journée, grâce aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc., on arrive à faire beaucoup plus en termes de charge de travail, en termes de communication, que ce qu'on arrivait à faire auparavant. Aujourd'hui, une personne qui sait travailler peut, en très peu de temps, arriver dans son travail à toucher des milliers de personnes. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, on travaille de plus en plus pour avoir de plus en plus de résultats et on rentre de plus en plus dans un système de volume de travail. Et qu'avec ce système-là, on est esclave du travail. Raison pour laquelle, le soir de la Haggadah, on dit que chaque homme, chaque personne, d'accord, devra se penser comme sortant lui-même d'Égypte le soir du Seder de Pessah. D'accord? Pour quelle raison? Tout simplement parce que nous, on est esclaves du monde matériel. On passe notre temps à courir. On passe notre temps à devoir payer des factures. On passe notre temps à travailler dur pour payer des impôts. On est esclave d'un système, entre guillemets. On n'arrive pas à se libérer de ce système-là. À un tel point qu'on est esclave de nos téléphones. Dès qu'il sonne, il y a un message, on déconnecte aussi bien les hommes que les femmes. Pour arriver à trouver, soit pour les uns, un épanouissement en dehors du foyer, soit pour les autres, un épanouissement professionnel quand il n'y a pas d'épanouissement personnel. Jusqu'à que ça explose. Jusqu'à que ça pète dans le foyer. Chas v'shalom. Donc on voit en réalité qu'à cause de cette charge de travail qui est énorme, on ne prend plus le temps d'exister, de vivre. Et on a l'impression que le temps passe trop vite. Parce qu'on oublie de vivre sa vie. C'est quoi être dans ce monde? Être ou ne pas être? Telle est la question. C'est quoi être? Ça vous fait rire. C'est une phrase intelligente quand même, Shakespeare, il n'est pas idiot. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que, est-ce que c'est être professionnellement? Est-ce que c'est être personnellement? Ou est-ce que c'est être uni avec l'autre? Être, c'est être uni avec l'autre. Être uni avec Dieu. Ça, être. C'est pas le travail qu'on fait. C'est pas, qui êtes-vous? Je suis médecin. Oh, mais t'es qui? Non, c'est pas ça. C'est pas une carrière. C'est pas de l'argent. C'est pas un compte en banque. Et malheureusement, on vit dans une société où les gens sont respectés pour leur compte en banque. Pas pour leur intelligence. Et on le voit. On le voit aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, on voit des nouvelles célébrités qui ne font rien de leur vie. Mais rien, c'est un phénomène social qui existe depuis bientôt 20 ans. Rien de leur vie, rien. Rien. Et ils font beaucoup d'argent. Et ils sont respectés, on les voit dans tous les médias. Dans tous les médias. Oui ou non?
Ils sont qui? Ça n'intéresse personne, c'est une image. On ne s'attache qu'aux apparences. Le Talmud nous dit, Olam hazeh ou Alma des chakras, ce monde, le monde dans lequel on vit, n'est qu'un monde de mensonges, un monde d'apparence. Quel est le rôle principal d'une personne dans ce monde qui va réellement l'épanouir? Son rôle de père, son rôle de mère, son rôle de conjoint, d'époux. C'est ça, ce rôle-là, qui va réellement épanouir une personne. Si on réfléchit bien, on voit à travers l'évolution des mœurs, aujourd'hui, tous les couples d'homosexuels veulent adopter des enfants. Parce que ça leur manque, ils ne sont pas épanouis à ce niveau-là. Parce que l'épanouissement de l'être passe par la transmission à la génération qui va nous suivre. Et que malheureusement, ils sont dans une problématique où ils ne peuvent pas avoir d'enfants par leurs propres moyens. C'est impossible. 2 hommes ensemble ou 2 femmes ensemble ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils doivent prendre une mère porteuse, ils doivent se casser la tête ou adopter. Oh. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, le rôle principal dans notre vie, c'est notre rôle dans le foyer. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la faculté, quelle est l'école qui nous forme à ça? Aucune. Le rôle principal d'une société qui construit réellement toutes les sociétés, à travers l'histoire depuis la nuit des temps, qui est le rôle de père, le rôle de mère, on n'étudie ça nulle part. C'est dans aucun programme scolaire. Les enfants, on ne leur enseigne pas. Il y a un peuple qui le fait. Le Ham Israël. Quand le roi Charlemagne a acheté au roi babylonien à l'époque des esclaves pour amener en masse les Juifs de Babylonie en France, après que les Romains aient déjà pris une partie des Juifs après la destruction du deuxième temple et les a ramenés en Europe. Quand il a pris en masse, quand le roi Charlemagne a acheté des esclaves, il faut savoir qu'ils ont pris Mahou, qui était le grand de la génération en Babylonie. D'accord? Il a vu ce grand maître Charlemagne qui est arrivé. Il lui a dit, attends, c'est quoi votre peuple? Vos enfants savent lire, écrire, compter. Vos femmes savent lire, écrire, compter. Nous, on ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Les enfants, ils sont obligés d'aller travailler, dur, dans les champs, dans les mines, pour pouvoir permettre à ce peuple de vivre et de subsister. Et là, on lui a expliqué qu'à partir de l'âge de 7 ans, un enfant est appelé dans le Talmud, il est obligé, c'est ce qu'on appelle l'âge de l'éducation. On est obligé d'éduquer. Le roi Charlemagne a fait voter une loi qu'à partir de l'âge de 7 ans, les enfants devaient être à l'école. L'école était obligatoire. Et à qui il a demandé d'enseigner et de former les premières écoles en France? C'est quoi? On oublie. Aux Juifs. C'est pour ça que les Juifs, on a toujours été là. La France, on l'a construit. Baruch Hashem, avec les rois de France. Donc ce qu'il faut comprendre, et ce qui est extraordinaire ici, ce que j'essaye d'expliquer, c'est quoi? C'est que dans le judaïsme, dans la Torah, on explique toutes ces choses-là. Comment traiter un bon père, comment traiter une bonne mère. Baruch Hashem. Comment gérer son foyer. Comment réagir. Comment réagir à la réaction d'un enfant, à la réaction de sa femme, à la réaction de son amant, de son mari, entre guillemets. Vous avez vu, je dis de son amour. C'est intéressant quand même, hein, le lapsus qui m'est sorti pour la femme. C'est important l'amour pour une femme. Et en réalité, on voit quoi? On voit que si une femme a un manque d'attention, un mari manque d'attention, d'un seul coup, qu'est-ce qui ressort de ça? On se ferme. On se ferme. On n'a plus envie de communiquer. Et là, c'est le début de la fin. Le secret dans un couple, c'est de prendre du temps tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, du temps de qualité, pour arriver à parler de la problématique qui se pose dans le foyer et de se dire qu'on est ensemble, main dans la main, pour lutter contre le problème. On n'est pas l'un contre l'autre, on est les deux ensemble contre un problème. C'est aussi simple que ça. Alors, oui. Je vous écoute, pourquoi? Parce que généralement, chacun a son opinion. On n'arrive pas à se retrouver dans cette opinion. Justement, c'est là qu'intervient le travail du couple. D'arriver à trouver l'opinion en commun. Et ouais. D'être opiniâtre. D'accord? Donc de se montrer trop dur avec son opinion, ça ne mène nulle part. Parce qu'il n'y a aucune remise en question. Dans le Talmud Masechet Nida, il est dit qu'un Talmid Racham, un sage de la Torah, doit se considérer comme un mécréant. Un rachat. Pourquoi? Pour être en permanence obligé de se remettre en question. Si moi je ne me remets jamais en question, il est dit que chaque soir,
avant de faire Kriyat Shema à la Mita, de dire Shema Israël avant de faire dodo. D'accord? Il faut faire Cheshbon Nefesh. Donc, il faut faire une introspection de son être et de son âme par rapport à la journée qu'on a passée et la façon dont on a eu de parler, de se comporter, de réagir vis-à-vis des autres chaque jour. Et que, veille de Shabbat, le vendredi, on devra faire une introspection, un Cheshbon Nefesh sur toute la semaine passée. Veille de Rosh Chodesh, sur tout le mois passé. Veille de Rosh Hashanah, sur toute l'année passée. Si je passe mon temps à me remettre en question, je ne m'énerve pas. Je parle comme ça. Maintenant, si je passe mon temps à me remettre en question, quand l'autre me fera des reproches, si réellement je me suis remis en question, je donne un exemple. Les enfants à la maison, on est fatigué. On doit rentrer du travail, que ce soit le mari et la femme. On aimerait se reposer. Il y a un enfant qui est malade. D'accord? Il est en train de nous faire une allergie alimentaire. Il est en train de vomir partout. C'est très sympa. Il vomit partout. Il faut tout nettoyer. D'accord? Il y en a un autre qui est pas bien, qui a mal au ventre, ou qui a une mauvaise note à l'école, ou qui s'est fait embêter par ses copains, qui a besoin de parler. Et si on l'écoute pas, il va nous faire une crise, il va pas aller dormir. Et tout ça en même temps maintenant. D'accord? Il y en a une autre qui dit, faites trop de bruit, et ça pue le vomi, je peux pas dormir. Il y a le tout petit qui va se mettre à pleurer, parce qu'il entend tout le monde en train de parler. Oui ou non? Et dans tout ça, d'un seul coup, il y a un des enfants qui va lever la main sur l'autre sans aucune raison. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ça peut arriver un truc pareil? Oui ou non? Et puis d'un seul coup, alors d'un seul coup là, c'est magique dans le couple. C'est, tu peux m'aider à t'occuper de tes enfants? D'un seul coup. D'accord? D'un seul coup. Ça devient les enfants de l'autre quand il y a un problème comme ça. Oui ou non? Et puis d'un seul coup, il y en a un qui va dire aux enfants, allez tous dormir, sinon je vais vous tuer, je vais vous massacrer. Oui, mais vous savez que les enfants, quand ils sont tout petits, ils prennent tout au premier sens. Ils prennent tout au premier sens. Ils n'ont pas de deuxième et de troisième et de quatrième degré. Quand on dit à un enfant qu'on va le massacrer, qu'on va le tuer, il y a des enfants qui ont peur, qui vont au lit, qui vont dire, attends, si je bouge, il va me tuer vraiment. Ça vous fait rire. C'est... vaut mieux rire que pleurer, je sais. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais Cheshbon Nefesh, je me dis pas peut-être que j'ai déliré. J'ai déliré. Que les enfants, quand ils sont petits, d'accord, ils ont besoin, ils vont tomber malades, c'est normal. C'est comme ça qu'ils vont s'immuniser contre les microbes et que parfois il y a des réactions, et ils vont vomir, ils vont pas être bien, ils vont être malades, c'est pas la faute de l'enfant. Il y a eu du bruit à la maison, réellement, il y a eu du bruit à la maison. Celui qui se plaint du bruit, il a raison, il y a du bruit. L'autre qui vient et il est embêté, il est fatigué, il a envie de dormir, et puis il a eu un problème à l'école et on l'écoute pas, il a levé la main sur son frère. C'est normal, on n'a pas été à son écoute. Mais moi, je vois pas tout ça. Je me vois, moi, mon ventre, mon nombril, moi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oui, dans quoi je me suis mis? Je me vois que moi, je pense qu'à moi. Oh, là, on est opiniâtre. Et on n'arrive plus à discuter, à se mettre d'accord. Parce qu'on ne se remet pas en question une minute sur son propre comportement. On est fatigué aussi. Et alors? Moi, il y a une chose extraordinaire que je m'amuse très souvent à dire. Mais très souvent, je le dis. J'ai des parents qui m'appellent et qui me disent on n'en peut plus de notre fils. Il a 15 ans, il a 16 ans, il n'en fait qu'à sa tête, il est ceci, il est cela, nanani, nanana. Je leur dis attendez, je vais vous poser une question. Comment vous occupez de cet enfant? C'est quoi son problème? Et une question. Il a demandé à venir au monde? D'accord, il doit s'assumer. Vous lui avez expliqué qu'il doit s'assumer? Vous l'avez responsabilisé depuis qu'il est tout petit? Vous lui avez parlé? Vous avez communiqué avec lui? Ou tout le temps, à chaque fois qu'il avait le moindre problème, dès qu'il était tout petit à 4 ans, qu'il avait un conflit à la maternelle, plus tard, c'est pas grave, il est petit, c'est normal qu'il ait des problèmes avec ses copains. Vous lui avez pas donné sa place en tant qu'être pour qu'il puisse exister. Donc, il manque d'attention. Comment il va rechercher l'attention? À travers les cris, à travers les disputes, en se comportant mal. De la même façon, un mari qui n'a pas l'attention de son épouse, il va dire je veux divorcer, je veux partir de la maison, je suis pas bien. Un mari qui a l'impression que son épouse n'est pas disposée à l'écouter, parce qu'il lui fait des remarques qu'elle n'écoute rien, parce qu'elle passe son temps à se mettre en colère, parce qu'elle est très fatiguée. Et Dieu sait que, en général, dans les maisons, et je vous dis la vérité, les femmes font toujours beaucoup plus que les hommes. Et c'est comme ça. Malheureusement.
Malheureusement, parce que Dieu a créé la femme avec une force que l'homme n'a pas. Les Juifs, comme je l'ai rapporté, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est par le mérite des femmes. Et que la Géoula, la délivrance, ça veut dire, c'est aussi par le mérite des femmes. Vous avez une force, vous mesdames, que nous, on n'a pas. C'est une réalité. C'est une réalité. On peut être plus fort physiquement. Entre guillemets, on peut avoir de plus grosses voix. Mais celles qui ont véritablement la force dans le foyer, ce sont des femmes. Oh. À un tel point que la Torah me dit quoi? Bereshit. Il ne sera pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai Ezer Kedegdo. Une aide. Contre lui. Alors contre lui, deux sens. Soit pour le soutenir, soit pour s'opposer à lui. Une femme doit savoir s'opposer à son mari pour le pousser sur le chemin de la Torah quand il s'y refuse. Et elle doit savoir l'encourager quand il suit le chemin de la Torah et qu'il fait ce qu'il faut. L'encourager comme un enfant. Comme un enfant. C'est aussi simple que ça. Vous parlez à un bébé. Gouzi, gouzi, il a fait 3 pas. C'est bien, t'as nettoyé une vaisselle. Vous avez déjà remarqué ça? Quand les dames, tous les jours, font la même vaisselle, elles travaillent, elles rentrent à la maison, c'est normal. La vaisselle est sale, c'est normal qu'il faut la faire. Le mari, d'un seul coup, il a débarrassé une table, une fois dans le mois. Il a nettoyé une assiette. T'as vu, chérie? J'ai fait la vaisselle. Il faut la médaille. Il faut la médaille. Les bonhommes, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Et pour ceux qui ont l'habitude d'aider, quand un jour la femme a dit, tu peux m'aider là, je suis embêté. Attends, mais je te fais la vaisselle tous les jours. Attends, mais là, elle a besoin d'un coup de main, ta femme, aide-la. Quel rapport avec la vaisselle que tu as fait tous les jours? Oh. Se remettre en question. Il est dit une chose extraordinaire. On dit qu'il est bon pour l'homme d'être miséricordieux, comme pour la femme, d'être miséricordieuse. Maintenant, on pose une question. Quel est le véritable miséricordieux? Où est-ce qu'on vérifie si une personne est véritablement miséricordieuse? Je parle bien en français. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? On voit réellement que cette personne-là, où est-ce qu'on peut réellement tester sa miséricorde? Dans le foyer. Pas à la synagogue, quand on est entre amis. Pas au bureau, quand on est entre collègues. Là, on veut faire bonne figure. Pas avec les voisins. C'est toujours plus facile de donner des bons conseils aux autres que de se les appliquer à soi-même. Je sais de quoi je parle. Mais non, je passe mon temps à donner des cours de Shlombaït. Ça veut pas dire que je suis forcément bon à ça. Ma femme a dit que je ne me débrouille pas trop mal. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'entre la théorie et la pratique, il y a toujours la difficulté de l'ego, de la colère, de la fierté, d'arriver à se remettre réellement en question, de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. On dit que Shlomo HaMelech a eu le mérite d'être l'homme le plus sage. J'ai bientôt terminé. Parmi tous les sages, parce qu'il a demandé une chose toute simple. Il a fait une prière, il a dit, Dieu, aide-moi à faire la différence entre le mensonge et la vérité. Que je sache où est le faux, où est le vrai. C'est pas toujours évident à savoir. Quand j'ai tort, quand j'ai raison. C'est pas évident à savoir. Quand est-ce qu'on a raison dans le foyer? Quand on arrive à discuter et à arranger les choses ensemble. À travers l'amour de l'autre, à travers l'attention qu'on doit donner à l'autre, à travers le fait d'avoir de l'estime pour l'autre. La chose la plus importante dans un couple, ce n'est pas le respect, ce n'est pas l'amour, c'est estimer l'autre. Si j'ai de l'estime pour quelqu'un, j'arrive à la respecter la personne. Si j'arrive à respecter une personne, je peux arriver à l'aimer, à l'apprécier et à l'aimer. C'est aussi simple que ça, l'estime. S'il n'y a plus d'estime l'un pour l'autre, si on manque totalement de respect, et que la femme, on la traite de folle, et que le mari, on le traite de bon à rien, on va où? C'est exactement dans le mur. Donc, on voit par rapport à ça, que réellement, pour arriver à se construire à travers l'autre, l'autre est là, dans le couple, pour nous aider à nous remettre nous-mêmes en question. Pour arriver à se remettre en question, il faut arriver à bien se comprendre et se connaître. Pour bien se connaître, il faut s'analyser depuis qu'on était tout petit et réfléchir. Arriver à s'introspecter, à se rappeler quand on avait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Comment on réagissait quand on nous faisait une remarque? On a tous des épisodes de notre vie quand on est petit qui nous ont marqués, qu'on n'a pas pu oublier. Des anniversaires qui se sont bien passés, d'autres qui se sont mal passés, des événements familiaux, des disputes. On se rappelle comment on pouvait réagir quand on nous faisait des remarques, quand un professeur, à l'école, en classe, nous faisait des remarques d'une certaine manière, ça nous motivait ou ne nous motivait pas. Si moi j'apprends à bien me connaître au niveau de mes réactions, il faut savoir que nos enfants en général, ils ont en potentiel, on dit bien qu'involontairement, les enfants reproduisent inconsciemment le modèle parental. La Gemara rapporte
D'accord? Qu'en réalité, les parents, à travers leur façon de réagir, à travers la vie qu'ils ont eue, vont influencer les neshamot de leurs enfants. Et les enfants, ainsi, vont avoir tendance de réagir comme les parents. Le problème qu'il y a, la difficulté qu'il y a, c'est que les enfants, parfois, dans certains cas, ils vont réagir comme leur père. Dans d'autres cas, le même enfant va réagir comme leur mère. Donc, il faut que les parents, entre eux, ils arrivent à discuter et à se raconter comment ils étaient quand ils étaient enfants. Et à arriver à dire ce qu'ils arrivent à ressentir, ce qu'ils ressentent. Quand on a de la colère, on occulte nos sentiments, on n'arrive plus à s'exprimer, et ce qui sort, c'est de la rage. Et quand cette rage sort, on n'arrive plus à communiquer, c'est que la dispute. Alors que si on arrive à dire, écoute, le fait que tu rentres tous les soirs, que tu te mettes sur le fauteuil, que tu me dises un petit bonjour, pincé de la bouche, et que tu enlèves tes chaussures et que tu allumes directement la télé, ça me fait de la peine. J'aimerais que tu m'aimes comme la télé. C'est malheureux, hein. Il y a un exercice que je donne à beaucoup de couples qui viennent me voir. Beaucoup. Et un exercice très marrant à faire. Je leur dis, réfléchissez à une chose que vous aimez, et chaque jour, prenez le temps de vous dire, de se dire que vous aimez l'autre comme une chose que vous aimez dans ce monde. Vous savez combien d'hommes ont dit à leur femme, je t'aime comme ma voiture? C'est hallucinant. Je t'aime comme la télé, c'est bouleversant. Et combien de femmes ont dit à leur mari, je t'aime comme une maison bien nettoyée? C'est extraordinaire. Non, mais moi, vous rigolez. Ça peut paraître très misogyne et réducteur ce que je suis en train de faire. Et pour les hommes et pour les femmes. Mais je vous assure que c'est hallucinant de voir comment les gens, ils ont perdu pied avec la romance dans leur foyer. Et moi, je leur dis, pourquoi tu ne dis pas je t'aime comme ma femme, je t'aime comme mon mari, je t'aime comme ma vie? Parce que ma vie, c'est toi. Je t'aime parce que tu es la mère de mes enfants, je t'aime parce que tu es le père de mes enfants. Je t'aime parce que tu me soutiens dans les mauvais jours. Parce que tu es là pour moi quand je suis malade. Oh, parce que tu es là, tu t'occupes de moi. Tu t'occupes de nos enfants, tu t'inquiètes de nous. C'est pour ça que je t'aime. Parce que c'est vrai, à la finale. Quand on s'inquiète pour les factures et les clients, on s'en fiche des factures et des clients. On s'inquiète pour son foyer, parce qu'on aime sa famille. Ezrat Hashem, je vous laisserai sur cette dernière pensée, avec l'aide de Dieu, Pessar Kacher Vesameach, en espérant pour ceux que ça intéresse qu'on fasse un petit cours sur le nettoyage de Pessar, pour savoir où est l'essentiel, d'accord, Ezrat Hashem, et où est le superflu dans le nettoyage de Pessar, pour arriver en forme le soir du Seder, pour qu'on sorte tous ensemble, Ezrat Hashem, cette année, d'Égypte. Comme on dit, même si Mashiach risque de ne pas venir, vu qu'il y a beaucoup de débats et beaucoup de disputes au sein du clan d'Israël ces derniers temps, et que personne n'arrive à donner le bon exemple, malheureusement, que Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous pardonne, et qu'on arrive enfin à entendre raison, aussi bien au sein du clan d'Israël que dans l'ensemble de l'humanité, pour que la paix soit faite une bonne fois pour toutes, et qu'on nous fiche la paix avec toutes ces guerres, Bezrat Hashem, et ce terrorisme et tous ces massacres à travers le monde, Bezrat Hashem, qu'on n'oublie pas que le soir du Seder, déjà, on doit arriver à se libérer du joug de ce monde, ce qui veut dire de la colère et de la mélancolie, qu'on peut ressentir dans sa vie quand on ressent de la frustration. Et que pour se sortir de sa frustration, il suffit de communiquer avec l'autre. Bezrat Hashem, voilà, Pessar Kacher et Sameach.